Hello mon cher investisseur, ici Julien Malengo, je suis ravi de te retrouver sur cette nouvelle vidéo comme d'habitude. En ce début d'année, on va faire une vidéo sur les prédictions que je vois en fait pour la nouvelle année. Alors, je ne suis pas devin, c'est simplement des idées et des analyses et sur des faits, sur ce que je pense qui potentiellement peut arriver sur l'économie et notamment sur le marché de l'immobilier dont on va en parler à la dernière prédiction à la fin de cette vidéo. Avant ça, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à mettre des petits pouces et des commentaires en fin de vidéo pour débattre du sujet et me dire ce que tu penses. Si j'ai peut-être oublié des choses, le but du jeu, c'est d'évoluer, d'avancer et d'apprendre ensemble. Du coup, on rentre directement dans le vif du sujet avec la première prédiction. Celle qui nous prend le plus à cœur en ce moment, c'est lié à Covid et à la crise sanitaire. Et de mon point de vue, tu sais quoi, je viens de faire un podcast sur le sujet. Et en y réfléchissant un petit peu plus, honnêtement, je ne pense pas que ce soit la fin de la crise sanitaire ou qu'un jour il y ait une fin d'une crise sanitaire. Pour moi, en fait, on va devoir faire face, si tu veux, à une nouvelle façon quelque part de vivre où le masque va être un peu généralisé, un peu comme c'est le cas dans les pays asiatiques, où il va y avoir de plus en plus de contraintes pour voyager. Voilà, ça va devenir notre réalité. Alors, j'en suis pas du tout content, loin de là, parce que du coup, ça touche à nos valeurs, à ce qu'on aimait, à la facilité de déplacement et de vie qu'on avait précédemment. Mais malheureusement, je pense que ça va devenir notre réalité. Pourquoi ? Parce que les échanges sont d'autant plus faciles aujourd'hui et qu'ils sont obligés de nous contraindre à nous protéger en fait, pour pallier au développement de ce virus, de cette nouvelle maladie et de celles qui viendront, parce qu'on sait déjà qu'il y a des couches, des sous-couches qui continueront à se développer. Donc pour moi, la crise sanitaire, en fait, elle ne va pas disparaître. Ce qui veut dire que il va falloir s'adapter. Il va falloir s'adapter et donc faire preuve de plus de difficultés au quotidien. Et encore une fois, c'est ceux qui s'adaptent le mieux au changement, le mieux aux difficultés, qui sont les plus capables de les surmonter, qui avanceront le plus facilement, le plus rapidement et qui auront les meilleurs résultats dans leur vie, plutôt que regarder derrière, critiquer, dire que c'était mieux dans le passé, qu'avant il n'y avait pas autant de problèmes, de difficultés. Ok, les choses évoluent, il y a des avantages, des inconvénients dans chaque situation. Le but du jeu, c'est de s'adapter et ne crois pas, à mon sens, que la situation va revenir comme c'était le cas avant qu'il y ait ce foutu virus. Parce que du coup, on est parti pour vivre avec. Et puis, si un jour, c'est plus Covid-19, ça sera Covid-20 ou Covid-21 ou un autre nom que Covid. Mais à mon sens, voilà, le monde a changé. Et il faut faire avec. Il faut faire avec, comme pour beaucoup de problèmes qu'on peut avoir au quotidien, on fait avec. Et ou tu t'adaptes, ou tu critiques, ou tu fais rien. Mais dans tous les cas, tu n'as pas 36 000 solutions. Donc mon conseil, c'est que tu t'adaptes et tu passes outre les difficultés. Et encore une fois, seuls ceux qui seront capables de passer ces difficultés-là seront capables d'avoir d'autres résultats, d'avoir des résultats un peu différents, un peu plus forts que la majeure partie ou la moyenne des personnes qui vont rester sur place ou regarder derrière et penser au passé. Voilà, donc ça, c'est ma première prédiction, sans quoi je crois. On verra si l'avenir me donne raison ou pas. La deuxième prédiction, et là je prends encore un peu plus de risques à dire ça, mais c'est que je pense que les marchés boursiers, en fait, vont vraiment, encore une fois, changer, évoluer et souffrir. Pourquoi ? Parce que cette crise sanitaire amène une crise économique sans précédent. Les entreprises ne maîtrisent plus en fait vraiment leurs résultats parce que aujourd'hui, le gouvernement met la pression, le consommateur réagit différemment, le consommateur particulier, même le consommateur professionnel est impacté. Donc en réalité, au final, il est très difficile pour un chef d'entreprise traditionnel, dans l'industrie traditionnelle, de maîtriser ces facteurs clés de succès et les résultats qu'il va avoir. Donc ce que je pense, c'est que les résultats des entreprises en bourse, telles que Airbus ou les grandes sociétés, sont mises à mal et vont être amenées à tomber de leur piédestal. Donc ça serait un côté perdant. Évidemment, dans tout changement de situation, il y a des gagnants et des perdants. Il y aura peut-être certaines entreprises qui vont y gagner, mais en tous les cas, les grands groupes industriels
qui de base faisaient la loi sur les marchés vont souffrir. Et ça, je le vois directement au quotidien de part d'anciens collègues qui sont dans des grands groupes et qui souffrent de mesures qui sont implémentées de par les entreprises déjà en interne. Et les choses ne vont pas changer étant donné que la situation économique ne va pas s'améliorer, la situation sanitaire ne va pas s'améliorer. Donc tout ce qui est action d'entreprise traditionnelle sur des marchés traditionnels, à mon sens, c'est risqué. À l'inverse, il va y avoir d'autres acteurs, d'autres secteurs, comme par exemple les crypto-monnaies, qui en ce moment même sont en train de prendre beaucoup de valeur. Beaucoup de valeur, pourquoi? Parce que c'est de nouvelles technologies qui arrivent, qui disruptent un petit peu les marchés, les valeurs traditionnelles, et c'est à ce sens-là où l'avenir prévaut, parce qu'il y aura moins d'interférences, il y aura moins de barrières, ça sera beaucoup plus rapide dans l'échange de possession de l'argent sur ces nouveaux acteurs du marché. Et c'est sur ça qu'il faut se positionner, c'est sur ça qu'il faut investir. Donc si tu veux, tu vas avoir un changement des forces entre les entreprises traditionnelles et même les nouveaux entrants sur le marché économique. Donc là, il y a vraiment un changement de tendance par rapport aux résultats et au positionnement des entreprises traditionnelles par rapport aux nouveaux entrants sur les marchés des nouvelles technologies et des nouvelles technologies notamment monétaires. Donc ça, c'était la troisième prédiction que je vois, qui se remet en perspective aussi avec du coup l'inflation qui va arriver, parce que du coup effectivement quand il y a une rareté qui apparaît sur un marché, la rareté amène automatiquement économiquement une hausse des prix, et donc ça, une hausse des prix, ça va s'allouer avec quoi? Avec un contrôle de la dette, parce que tu n'as pas 36 000 façons pour continuer à pallier à la hausse des prix ou à la croissance économique de chaque pays. Et sur le système actuel, le seul levier qui existe, c'est la dette. Donc là, on a déjà émis un maximum de dette. Les États vont continuer à émettre de la dette pour continuer à avoir de la croissance. Donc tout ça, ça va mener vraiment à un changement de paradigme entre les forces de chacun des acteurs des marchés économiques, des entreprises, des particuliers, des nouveaux entrants. Il y aura des gagnants, il y aura des perdants. Et je pense que les forces vont changer de main. Voilà. Le quatrième effet que je vois sur ce secteur-là, c'est non seulement un changement de paradigme donc en tant que force, et personnes qui gagnent et les personnes qui perdent sur les marchés économiques, mais surtout aussi en termes de régionalisation. Pourquoi? Parce que cette crise économique, cette crise sanitaire, ça va amener encore un nouvel empire quelque part. Il y a eu plusieurs empires, l'empire romain, l'empire grec. À chaque fois, ils ont eu des forces, des faiblesses, c'était géolocalisé. Dernièrement, le dernier empire qui était le plus connu, c'était aux États-Unis. Ils ont toujours été en avance sur de nombreux programmes, sur de nombreuses entreprises, sur de nombreuses forces, sur de nombreux produits, pour ne pas citer Apple, Microsoft, Google, voilà. Tous ces marchés qui ont été localisés dans la Silicon Valley parce qu'ils avaient les bonnes compétences et les bons profils de personnes et les bons moyens et le bon système économique et le bon système de taxes pour attirer les prodiges qui développent ces sociétés-là, malheureusement ou heureusement, ça, c'est en train de changer. C'est en train de changer. Pourquoi? Parce qu'il y a de nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché. Alors là, c'est pas économique, mais c'est plutôt politique, avec de nouveaux entrants dans le monde, des pays qui montent en puissance, notamment au Moyen-Orient. Et du coup, à mon avis, il va y avoir une autre disruption, un autre changement de paradigme avec du coup non plus les Grecs, ni les Romains, ni les Américains, mais ça va passer malheureusement ou différemment, ça va changer de main, ça va passer au pays Moyen-Orient. Et je dis malheureusement, pourquoi? Parce que leur système est fait que c'est uniquement en attirant en fait des compétences. Elles ne sont pas créées localement. À l'inverse, les Grecs, les Romains, les compétences, elles ont été créées localement. Les Américains aussi. Ils ont commencé à attirer des étrangers plus récemment, mais à la base, le rêve américain, etc., il a été construit localement. Là, c'est autre chose qui est en train de se jouer, et je pense que c'est quelque part un autre jeu qui se joue, c'est attirer d'autres personnes pour des étrangers pour
construire la force d'un État qui est uniquement basé quelque part sur l'argent et le fait de ne pas être imposé, d'avoir des ressources naturelles qui sont puissantes mais limitées. Donc pendant un certain temps, tant que ces ressources naturelles sont disponibles, il va y avoir vraiment un changement de paradigme entre les États forts qui étaient auparavant l'Europe et les États-Unis vers du coup ces nouveaux pays, ces nouveaux entrants qui ne vont pas développer des compétences locales naturelles, mais qui vont même faire appel à une force de travail extérieure et qui va durer un certain temps, le temps où les ressources naturelles sont disponibles. Donc ça, je pense qu'on y est totalement dedans et on le voit déjà avec, depuis quelques années, le développement d'infrastructures de plus en plus importantes, de plus en plus grandes dans ces pays-là. Voilà, ça, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime pas. C'est pas naturel. Bon, moi, j'aime le naturel. C'est pour le coup, là, des centres commerciaux à gogo. Il faut aimer. Mais ou alors accepter les avantages que ça procure pour aller vivre là-bas. Voilà, ça c'était le 4e paradigme que moi j'y vois. Et après, effectivement, chacun voit ses avantages ou pas à effectivement tirer profit de la situation en fonction de ses attributions ou envies personnelles. Le 5e effet qui se coule de la crise, je pourrais dire, en termes de prédiction, moi, ce que je vois, c'est une nouvelle dimension du business. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu plusieurs révolutions de business, notamment, par exemple, Amazon. Amazon a révolutionné la grande distribution. Alors, ça fait des années qu'Amazon est en train de rattraper la grande distribution, mais là, grâce à la crise, ils ont encore explosé. Jeff Bezos est devenu l'homme le plus riche du monde. Il a devancé tous les autres Américains et il partait de très très loin. Ça a été lui qui a été le plus rapide dans sa croissance à l'enrichissement par rapport aux fondateurs et aux personnes historiques sur ce marché-là. Donc, première révolution, Amazon, mais il y en a eu bien d'autres, que ce soit sur la grande distribution ou sur les véhicules électriques, Tesla, pour ne pas citer cela. Que ce soit en banque, avec le secteur bancaire a lui aussi été totalement révolutionné, avec les banques en ligne notamment. Ça, c'est aux États-Unis, mais aussi en Europe. Donc, tous les secteurs, toutes les industries sont en train d'être révolutionnées. Les assurances, le consulting, voilà, tout est en train d'être revu. L'éducation, la formation, pareil, il y a d'autant plus d'éducation et de formation qui sont disponibles sur Google en programme personnalisé, en programme développé ou en accès libre pour tout un chacun. Et du coup, l'industrie de l'éducation est aussi en train de se révolutionner. Et du coup, qu'est-ce qui manque dans tout ça? Les petits commerces. Les petits commerces, eux, ils n'ont pas encore vraiment réussi à ou s'adapter ou à transiter. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va arriver? Je pense que ça va devenir de plus en plus dur pour tous les locaux commerciaux, les petits commerces dans les grandes villes, dans les petites villes ou même dans les villes moyennes. Alors, ça va aller crescendo, évidemment, ça sera d'autant plus difficile pour les petites villes, les villes moyennes et dernièrement pour les grandes villes. Mais celui qui n'adapte pas son business au numérique, aujourd'hui, il est mort. Et ça, on le sait depuis 5 ans. Mais avec la crise, ça a été accéléré en x2, x3, x4, x5. Donc, tout le monde a intérêt à se digitaliser, à être sur le numérique. Et quand je dis tout le monde, c'est non seulement les entreprises petites, grandes ou moyennes, mais surtout et aussi les particuliers. Parce qu'aujourd'hui, il est risqué de croire et de penser qu'avec une seule source de revenus, on peut être en sécurité. Parce qu'on l'a vu, il arrive un risque sanitaire ou un risque économique et au final, on se retrouve au chômage. Et le chômage, il va durer un certain temps. Et donc, voilà. Et encore, si on a droit au chômage, vu la dette qui est en train de se créer, est-ce qu'on va avoir droit au chômage pendant longtemps dans ces situations-là? Donc, non, il faut absolument diversifier ses sources de revenus et pour ça, il existe l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, il faut le faire à la méthode du siècle en cours, c'est-à-dire à la méthode du numérique et non pas comme c'était fait auparavant. C'est-à-dire que même si c'est pour une entreprise physique, il faut le partir avec des données et des moyennes numériques et vivre à l'heure de son époque parce que sinon, c'est voué à l'échec. Donc ça, c'est le 5e changement
de vecteurs forts ou importants ou de paradigmes ou de régionalisation que je vois venir. Et le sixième et le dernier qui nous concerne directement à nous, investisseurs immobiliers, il est lié directement au prix. Alors, qu'est-ce qui va se passer considérant ces autres secteurs que je viens d'énoncer? À mon sens, les prix, ils ne vont pas baisser. Les prix de l'immobilier, notamment pour les investisseurs immobiliers, il est faux de croire qu'ils vont baisser. Aujourd'hui, on a le recul nécessaire et même si il était possible que suite à la crise, effectivement, il y ait plus de faillites de restaurateurs ou d'entreprises qui remettent leurs locaux commerciaux sur le marché. Effectivement, ça va peut-être faire baisser le prix des locaux commerciaux, mais certainement pas le prix des habitations. Parce que potentiellement, c'est quoi le risque? Qu'il y ait des locataires qui aient du mal à payer leur loyer. Potentiellement, il y a le chômage, il y a d'autres risques. Dans tous les cas, les locataires, on ne pourra pas les mettre dehors. Donc voilà, les prix. Oui, peut-être qu'il y aura des propriétaires qui vont décider de vendre les locataires de vendre les appartements dont les locataires sont en impayés. Mais ce n'est pas nous, investisseurs, qui allons racheter ce type d'appartement-là parce qu'on ne veut pas racheter avec des locataires. Donc, à part de prendre le risque et de faire l'hypothèse que le locataire va partir, les biens qui nous intéressent à nous, je ne les vois pas baisser en fait. Donc, le travail pour nous, il va rester le même, c'est-à-dire aller créer la rentabilité là où elle est, en travaillant sur la négociation, la localisation de la ville, la localisation du quartier, la maximisation des loyers, des revenus locatifs, en travaillant sur l'agencement, sur le coût des travaux. Voilà, c'est sur ces facteurs-là qu'il faudra aller chercher la rentabilité. Mais je vois pour les biens qui nous intéressent à nous en tant qu'investisseurs, dans les villes qui nous intéressent, je ne vois pas une baisse des prix. Après, il y aura certainement des baisses des prix pour des biens différents tels que les locaux commerciaux qui de facto vont avoir des propriétaires en faillite. Ça, c'est inévitable si ces propriétaires-là, justement, on en revient au cinquième facteur, ne s'adaptent pas au marché numérique. Donc ça, c'est leur priorité pour cette nouvelle année. Voilà, sur ce, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que tu vois d'autres dimensions à considérer? Est-ce que tu es d'accord avec ces 6 facteurs, oui ou non? Est-ce que tu penses que je me trompe, que j'ai raison? C'est très important d'en discuter, d'apprendre, parce que c'est ensemble qu'on évolue, c'est ensemble qu'on se challenge et du coup, on éduque, on apprend les choses et on pense à peut-être d'autres éléments qu'on n'a pas considérés au moment, à l'instant T où on pensait les choses au début. Donc voilà, je t'invite à me dire tout ça en commentaire et à t'abonner à cette chaîne. Pour rappel, tu as en description de cette vidéo un lien qui te donne accès à une formation de plus de 2 heures sur les investissements locatifs ultra rentables et notamment une des stratégies que j'utilise à chaque fois pour aller maximiser le cash flow qui te permettra de remplacer ton salaire ou diversifier tes sources de revenus très rapidement et très sereinement sans prendre de risques et en étant beaucoup plus rapide que les techniques traditionnelles. Tu peux t'inscrire, tu visionnes la vidéo. Dès que tu es inscrit, c'est totalement offert. Allez, je te retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Ciao, ciao!